Très bien, donc on reprend pour cette deuxième présentation de l'après-midi. On accueille l'équipe donc de l'INRIA et de Xavier Hinault et Nathan Trouvin qui vont nous parler donc de Reservoir Computing, traitement efficace de séries temporelles avec Reservoir Pi. Donc 25 minutes de présentation, 5 minutes de questions, et puis la parole est à vous. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis Xavier Hinault, donc je suis chercheur dans l'équipe Mnemosine à l'INRIA. Et du coup, avec Nathan, on va vous parler de Reservoir Pi et en particulier, j'ai commencé par le Reservoir Computing. Donc, qu'est-ce que c'est le Reservoir Computing? Donc, avant de vous expliquer en détail ce que c'est, je vais vous parler un petit peu d'une petite analogie. Donc, imaginons que vous avez un lac avec différents types de poissons dedans, et vous ne pouvez pas voir le type de poisson qu'il y a dans le lac, parce que c'est un lac profond, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et du coup, en fait, selon le type de poisson qu'il va y avoir dans le lac, il va y avoir différents types de vagues à la surface du lac. Et en fait, le réservoir computing, c'est comme si en prenant une photo du lac, vous étiez capable de déterminer quel était le type de poisson qu'il y avait dans le lac. Et du coup, sans avoir besoin de voir les poissons, en quelque sorte. Mais du coup, avant de vous expliquer en détail ce que c'est le réservoir computing, je vais faire un petit rappel sur comment fonctionnent les réseaux de neurones dits classiques. Donc, on a deux grands types de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones en couche, donc c'est ceux qui sont faits pour apprendre des choses qui sont plutôt statiques, comme apprendre des associations comme dans une couche simple, comme vous pouvez voir, de mots par exemple, ou apprendre à reconnaître une image, donc voir si c'est une image de chat ou de chien, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, de façon classique, les réseaux de neurones profonds. Et ensuite, il y a les réseaux de neurones récurrents. Donc tous ceux qui, là, c'est pour encoder tout ce qui va y avoir besoin de mémoire, où on a besoin de la dynamique temporelle pour représenter le contexte. Et ce qui est intéressant de noter entre les deux, c'est qu'en haut, dans les réseaux de neurones en couche, il n'y a pas de récurrence, alors qu'en bas, on peut voir qu'il y a des récurrences dans le réseau. Donc, pour un réseau de neurones en couche simple avec une seule couche de poids, on va pouvoir, par exemple, faire des associations. Et pour apprendre, on peut prendre la loi de Hebb, donc une loi très simple. Donc, c'est que lorsque deux neurones s'activent en même temps, donc par exemple pomme et rouge, en fait, je vais renforcer les connexions entre ces deux neurones-là. Donc, on peut voir que la connexion entre pomme et rouge devient rouge, c'est-à-dire qu'on la modifie. Et donc, la prochaine fois que le neurone pomme va s'activer, le neurone rouge va plus s'activer également. Donc ça, c'est une façon d'apprendre dans un réseau simple avec une seule couche de poids. Et maintenant, si je veux apprendre dans un réseau où il y a plusieurs couches, je vais être obligé d'utiliser un algorithme un peu plus compliqué qui s'appelle la rétropropagation du gradient de l'erreur. Et donc là, on va pouvoir apprendre dans un réseau avec un empilement de couches. Donc là, par exemple, montrer une image de chat et de voir à la fin si il y a une bonne prédiction, est-ce que c'est un chat ou pas. Donc si par exemple, dans la couche de sortie tout à droite, on voit que le réseau prédit que 0,3 au lieu de 1, donc 0,30% environ de résultats, on va lui dire, ah ben non, il faut corriger. Et du coup, on va rétropropager l'erreur, le gradient de l'erreur, à travers le réseau. Et donc, c'est comme ça que ça va être modifié, c'est comme ça que le réseau va apprendre. Donc, maintenant, comment on fait si on n'a pas des images, mais si on a des séquences? Et en particulier, par exemple, des phrases. Donc, si par exemple, je vous dis « je déteste les lundis »,« j'aime la prose » ou « comme c'est bizarre », j'ai envie de savoir de qui vient cette phrase, si c'est Madame Martin, Garfield ou Monsieur Jourdain. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir encoder toutes les phrases possibles, imaginables, chacune dans un neurone, parce que y en a une infinité, donc pas possible. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est d'essayer d'encoder chaque mot avec un neurone, et ensuite d'essayer d'avoir un peu cette mémoire de l'ordre des mots. Donc pour avoir cette mémoire de l'ordre des mots, je vais justement avoir besoin d'un réseau récurrent pour encoder justement cette mémoire dans le réseau. Et donc, comment on fait pour apprendre dans un réseau de neurones récurrents? On va pouvoir aussi utiliser l'algorithme de rétropropagation du gradient, mais il va falloir faire une virtualisation du temps. C'est-à-dire que si vous regardez l'image de droite, donc on peut voir un réseau récurrent schématisé, et donc on peut voir qu'en fait, on peut le décomposer en différentes couches. Donc en fait, ces différentes couches, il va y avoir une couche par pas de temps. Donc il va y avoir le pas de temps t-1, le pas de temps t, le pas de temps t+1, etc., etc. Et en fait, c'est équivalent au réseau qu'on voit à gauche, donc le réseau de neurones en couche qu'on a vu au début, où en fait, chaque couche va correspondre à un pas de temps différent. Et finalement, en fait, appliquer les rétropropagations du gradient, ça va être un réseau récurrent, ça va être comme apprendre dans un réseau de neurones récurrents, sauf qu'on aura déplié le temps. Donc, pour un peu plus imager cette idée de dépliage,
et comment ça se passe dans le temps. Du coup, donc, vous voyez à gauche, vous avez un réseau de neurones récurrents. Donc en bas, en bleu, vous avez les entrées du réseau. Et en violet, en haut, vous avez les sorties du réseau. Et quand je déroule dans le temps, ça donne l'image que vous avez à droite, où on voit justement les récurrences qui s'activent au cours du temps, pour le pas de temps 0, le pas de temps 1, 2, etc., jusqu'à t. Donc comment je fais pour apprendre ? Le diapo ne se passe pas. Donc, quand j'ai des dépendances à court terme entre mes données, donc par exemple dans l'image du haut, si j'ai à l'instant t égale 3, je veux savoir quelle est ma sortie à ce moment-là, et j'ai besoin d'avoir l'information à l'étape 0 et à l'étape 1. Donc la rétropropagation de l'erreur du gradient elle va se passer sur quelques étapes, elle va passer dans le réseau, dans les connexions, et je vais pouvoir modifier les poids pour apprendre cette dépendance entre l'étape 0, 1 et l'étape 3. Par contre, si je suis dans des dépendances à long terme, c'est-à-dire qu'en bas là, de l'écran, à l'étape t plus 1, je vais avoir besoin de l'information à l'étape 0 et l'étape 1. Donc là, on va voir que le gradient de l'erreur, il va devoir faire un beaucoup plus long chemin, et en fait, peut-être qu'il va se mettre à disparaître ou à exploser, en fait. Et donc, c'est le problème qui est bien connu d'explosion ou de d'évanescence du gradient. C'est-à-dire qu'en fait, mon gradient d'erreur ne va pas pouvoir aller traverser toutes ces couches d'informations parce qu'il va soit disparaître, soit exploser. Et en fait, du coup, le réseau ne va pas pouvoir apprendre. Et du coup, on imagine bien que si cette dépendance temporelle, c'est 50 pas de temps, même avoir un réseau à 50 pas de temps, c'est énorme. Enfin, c'est très long à apprendre et je vais avoir besoin de beaucoup de données. Donc, il y a différentes solutions qui ont été proposées pour ce genre de problème. Donc, par exemple, Giuntani a proposé les multi-timescale RNN. En gros, c'est un réseau de neurones récurrents où on a différentes constantes de temps dans le réseau. Donc, comme ça permet un peu de régler ce problème-là. Ou un exemple beaucoup plus connu qui sont les Long Short-Term Memory, les LSTM, qui, eux, ont changé chaque neurone. On a mis un petit peu des mécanismes un peu plus compliqués. On a rajouté 3-4 éléments dans chaque neurone pour permettre justement d'avoir des portes, du gating de l'information au cours du temps. Et du coup, c'est ça qui va permettre de garder le gradient constant au cours du temps. Le problème, c'est que ce genre d'approche, en fait, c'est assez coûteux en calcul, donc, parce que si on imagine qu'on a besoin de 50 pas de temps, de déplier un réseau sur 50 pas de temps, ça va être un peu long à calculer à chaque instant donné. Et heureusement, on peut faire autrement que de virtualiser le temps, et notamment en s'inspirant de comment ça fonctionne dans le cerveau. Et c'est pour ça, et c'est sur ce genre de truc qu'on travaille dans l'équipe Mnemosine, d'ailleurs. Donc, en fait, si on regarde l'image 1 en haut, on peut voir qu'en fait, tout le réseau de neurones, on a besoin de changer les connexions. C'est ça qui est indiqué par les flèches qui sont en diagonale, c'est-à-dire qu'on modifie les poids de connexion. Donc là, on est obligé de tout modifier, donc c'est assez long et coûteux, alors qu'en bas, dans l'image B, dans le réservoir computing, on peut modifier seulement que les poids de sortie. Et du coup, on va pouvoir justement avoir un plus gros réseau récurrent à l'intérieur, qu'on va appeler réservoir, parce que justement, on n'a pas besoin d'apprendre toutes ces connexions, donc ça va pas coûter cher d'avoir plus de connexions. Et donc, on va en fait tirer aléatoirement les connexions d'entrée et récurrentes dans le réseau. Et en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en sortie, on va pouvoir apprendre avec des méthodes linéaires, parce que justement, il va y avoir assez de calculs non linéaires à l'intérieur, on a besoin d'apprendre qu'une seule couche, donc une approche linéaire, ça va fonctionner. Donc, comment ça va se passer ? Je vais avoir ma couche d'entrée avec les différents mots dans la phrase. Je vais la connecter aléatoirement à ma couche récurrente, mon réservoir. Mon réservoir est lui-même connecté aléatoirement. Et je vais avoir ma couche de sortie qui va connecter le réservoir à la couche récurrente à la couche de sortie. Et c'est cette couche-là que je vais apprendre. Donc, comme c'est une séquence, je présente les mots un par un de la phrase. Et on peut voir qu'au fur et à mesure que je présente chaque mot dans la phrase, je vais avoir justement des dynamiques dans le réservoir qui vont se mettre en place. Et ça va représenter en fait le contexte temporel de la phrase, l'ordre des mots. Et ensuite, à la fin de la phrase, je vais indiquer quelle est la personne qui a dit cette phrase, donc en l'occurrence Jean. Et comme avant, je vais renforcer les connexions entre les neurones qui sont actifs dans le réservoir et les neurones qui sont actifs dans la couche de sortie. Et comme ça, la prochaine fois que je verrai la phrase, je serai capable d'activer le neurone Jean en disant « Ah oui, j'ai reconnu, c'est lui qui a dit cette phrase-là ». Donc, réservoir computing, pourquoi ce nom ? Donc, pour bien mettre les choses au clair, donc le réservoir, c'est la couche récurrente du réseau, et le readout, c'est la couche de sortie du réseau. Donc, en fait, ça vient du fait que dans le réservoir, il va y avoir une recombinaison des entrées qui vont être faites grâce aux différentes projections aléatoires de la couche d'entrée et de la couche récurrente du réseau. Et en fait, le réservoir, ça va littéralement être le réservoir de calcul, donc réservoir computing,
où on va avoir un peu cette source de différents calculs non linéaires de toute la recombinaison d'entrée. Donc on va avoir beaucoup de calculs et on va avoir des données assez riches. Et en fait, juste dans ce pool de données assez riches, on va juste venir piocher, décoder linéairement les combinaisons qui vont être utiles pour notre tâche, pour notre problème. Et donc d'où l'idée de venir justement décoder, piocher, c'est l'idée de read out les informations qui sont dans le réseau. Donc si on revient à notre lac et à nos poissons, donc en fait, lorsque j'ai différents poissons qui nagent dans le lac, bien que je ne les vois pas, ils vont faire chacun un type de vague. Donc si on suppose qu'il n'y a qu'une seule espèce de poisson, et du coup, en fait, cette espèce de poisson va faire des dynamiques, des mouvements d'eau et des mouvements de vagues à la surface d'un certain type. Et justement, toute cette combinaison, cette eau, ça va être mon réservoir, justement. Et en fait, l'expert qui est au bord du lac et qui ne voit pas les poissons ni les choses sous le lac, ça va permettre il va venir pêcher justement l'information en prenant sa photo et en voyant juste à la surface quelles sont les informations qu'il a. Donc, très rapidement, ce qui est intéressant avec le réservoir, c'est qu'on peut faire du en ligne ou du hors ligne. Donc, c'est-à-dire en hors ligne, en offline, on agrège toute une partie de l'information pour apprendre d'un seul coup, et ensuite on peut faire des prédictions, par exemple. Et en online, on peut constamment apprendre au cours du temps, à chaque pas de temps. Alors un point intéressant aussi avec le réservoir computing, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser des processeurs. On peut utiliser en fait n'importe quel, beaucoup de médiums physiques, que ce soit de l'eau, différents systèmes physiques, et même de la lumière ou des lasers, comme c'est fait depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont fait justement cette expérience où on a vraiment pris l'image de lac au sérieux et on a fait un réservoir avec un aquarium et de l'eau. Et en prenant une photo. Donc, très rapidement, et Nathan va vous dire un peu ce qu'on en fait un peu plus dans les détails. Donc, on peut faire des prédictions de séries temporelles, donc par exemple des séries chaotiques comme la série Mac et Glass. Donc, c'est intéressant. Donc, les séries chaotiques, c'est des séries qui sont difficiles à prédire, et le réservoir computing est très fort là-dedans. Et on va pouvoir aussi faire la discrimination de sons. Et donc là, en l'occurrence, la discrimination de syllabes de canaries. Donc là, on voit la représentation temps-fréquence d'un spectrogramme de canaries, et on va voir que justement qu'il va falloir classifier les différentes syllabes, et le réseau neurones récurrent va apprendre chaque colonne, temps par pas de temps, et devoir donner à chaque fois le bon label, la bonne étiquette pour la syllabe. Et du coup, si vous voulez voir la vidéo, là je pense qu'on va manquer un petit peu de temps, et je pourrais la montrer à la fin s'il n'y a pas de questions, de comment on applique ça pour qu'un robot puisse apprendre le langage avec un réservoir. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Nathan. Voilà, merci Xavier. Du coup, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la théorie du réservoir computing, on va se poser la question de comment est-ce que nous, en tant que chercheurs, data scientists, étudiants, on peut aujourd'hui le mettre en pratique. Et dans les faits, il y a actuellement peu d'outils dédiés, modernes, complètement testés et facilement réutilisables à disposition. Le dernier grand projet pour développer des outils pour le réservoir computing s'appelait Augur. Il a été développé en 2012 en Python 2, donc c'est une version obsolète de ce langage de programmation, malheureusement. Il y a actuellement d'autres outils disponibles, mais qui ont souvent une faible réutilisabilité. Sont souvent des outils dédiés à la recherche, écrits dans le but de reproduire certains résultats précis et qui donc sont difficilement abordables pour créer du réservoir computing de manière plus générale. Et vis-à-vis des frameworks connus du grand public aujourd'hui pour faire du machine learning et du deep learning, donc pour parler de l'apprentissage machine classique, un très bon exemple c'est scikit-learn, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une bibliothèque Python qui offre une très bonne base de code, très bien testée pour faire du machine learning, mais qui malheureusement est assez peu flexible et qui notamment n'est pas vraiment conçue pour traiter des séquences temporelles, donc ce qui la rend un peu difficile à adapter pour des choses comme le réservoir computing. Et concernant les bibliothèques de deep learning grand public comme TensorFlow ou PyTorch, celles-ci sont extrêmement flexibles. Elles permettent notamment d'appliquer l'algorithme de rétropropagation du gradient d'erreur dont vous parlez Xavier au début sur n'importe quel type d'opération, n'importe quel type de réseau de neurones. Sauf que, comme l'a également expliqué Xavier, nous n'avons pas besoin de ces algorithmes pour le réservoir computing, donc ce sont en réalité des infrastructures qui s'avèrent surtout très lourdes et assez peu adaptées au réservoir computing. C'est dans ce contexte qu'au sein de l'équipe Nemosine, on a décidé de développer notre propre outil, qui est aujourd'hui disponible pour le grand public et pour la recherche ou l'industrie en open source, qui s'appelle Reservoir Pi.
Donc Reservoir Pi, c'est un outil écrit en Python 3.8, donc une version relativement récente du langage, et basé uniquement sur NumPy et SciPy, qui sont les outils de calcul scientifique standard du langage Python. Donc pas besoin de réapprendre, si vous connaissez déjà Python, pas besoin de réapprendre un nouveau framework pour vous servir de Reservoir Pi. Au sein de notre outil, tout est considéré comme un réseau de neurones récurrents et toutes les données sont considérées comme des séries temporelles. Donc le temps est vraiment, le contexte temporel est vraiment le pivot central de toutes les techniques qu'on applique au sein de Reservoir Pi, contrairement à beaucoup de bibliothèques de machine learning aujourd'hui. C'est également une bibliothèque qui est relativement flexible, qui permet de créer des modèles complexes à partir de briques simples, donc par exemple des modèles avec plusieurs réservoirs, plusieurs readouts, qui garantit également les meilleures performances de calcul possibles pour le réservoir computing avec des méthodes d'apprentissage adaptées par exemple, et qui bénéficie également d'un développement qu'on a voulu le plus tourner vers la communauté possible. Donc on fournit des tests, de la documentation, des tutoriels, et on en fournit de plus en plus pour que l'outil soit le plus robuste et le plus accessible possible. Le public visé par cet outil, c'est donc des chercheurs du domaine ou pas. Également des étudiants qui peuvent être débutants en machine learning et qui veulent découvrir le traitement des séries temporelles de manière générale, par exemple, ou l'industrie pour des cas d'usage plus spécifiques sur le traitement de données dans lequel le contexte temporel est important. Donc on va commencer de suite avec un exemple simple sur justement le traitement de séries temporelles chaotiques. Et donc pour ça, on va utiliser un ESN, un Echo-State Network. Alors un Echo-State Network, c'est une instance particulière de réservoir computing. Donc c'est un type de réseau de neurones particulier qui applique les principes du réservoir computing. Et donc pour ça, on va venir essayer de prédire l'espèce de papillon que vous voyez à côté, qui est la série de Lorentz, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une série temporelle chaotique. Et donc on va vouloir venir, connaissant un point à un pas de temps t sur ce papillon, est-ce que je peux prédire dans 10 pas de temps où je serai sur ce même papillon ? Donc pour produire ces données, on peut se servir d'outils qui sont intégrés à Reservoir Pi. Donc dans le petit extrait de code que vous avez ici, on importe la série de Lorentz depuis la bibliothèque et on en tire 2500 pas de temps qu'on génère dans un but de démonstration ou de benchmarking, comme c'est le cas ici. Une fois que j'ai créé mes données, je vais pouvoir m'attaquer à la création de mon modèle en tant que tel. Donc là encore, en quelques lignes de code, je peux venir définir mon premier réseau fonctionnant à l'aide du réservoir computing, à savoir un ESN. Donc un ESN, qu'est-ce que c'est ? Comme vous le voyez sur la droite, en haut, c'est ce qu'a présenté Xavier globalement depuis le début, donc un réservoir de neurones connectés aléatoirement qui viennent générer des dynamiques non linéaires, connectés à un ou plusieurs neurones de sortie qui vont venir apprendre par régression linéaire les connexions avec le réservoir. Donc ça, dans Reservoir Pi, ça se schématise par deux nœuds, ce qu'on appelle des nœuds, qui sont des unités de calcul. Donc un de ces nœuds sera le nœud chargé de faire les actions du réservoir, et l'autre nœud sera le nœud chargé de faire l'action du readout. Donc ici, le nœud du réservoir s'appelle réservoir, on l'importe depuis la bibliothèque, et le nœud du readout s'appelle ridge. Pourquoi ridge ? Parce que ce nœud est capable d'apprendre par régression linéaire avec une régularisation pour éviter l'overfitting, le surapprentissage, et cette méthode s'appelle plus vulgairement le ridge. La ridge regression, pardon. Donc je viens ici créer mes deux nœuds, donc un réservoir avec 100 neurones à l'intérieur, différents hyperparamètres, dont je ne rentrerai pas dans les détails de ces hyperparamètres, mais ils sont très importants, et on peut les tuner comme on veut avec Reservoir Pi, et une couche de readout avec un coefficient de régularisation pour éviter de surapprendre. Ensuite, je viens créer effectivement mon modèle, donc mon ESN, et pour ça j'utilise la petite notation double chevron que vous voyez ici, qui permet de dire en gros, je veux que mes données rentrent dans mon réservoir, provoquent des activations de ce réservoir, que ces activations soient transmises à ma couche de readout et que cette couche de readout apprenne dans un premier temps, puis prédise la sortie espérée pour ma tâche. Donc dans les faits, je peux créer des réseaux de n'importe quelle complexité à l'aide de cette notation. Ici, on va se contenter d'un ESN tout bête avec juste un réservoir et un readout, et donc ma petite notation chevron pour le créer. Une fois que j'ai créé mon ESN, je vais pouvoir effectuer l'apprentissage offline à l'aide de la fonction fit. Donc là également, c'est une seule ligne de code, ce qui permet de déclencher l'apprentissage. C'est un apprentissage qui est donc hors ligne par régression linéaire. Le modèle est entraîné en une seule fois sur toutes les données à disposition. Donc on donne, là en l'occurrence, on donne 1000 pas de temps de mon papillon qu'on a vu au début, et on va essayer de prédire du coup ensuite quel serait le pas de temps t plus 10 à chaque fois. Et donc j'évalue ensuite mon modèle grâce à la fonction run qui va permettre de faire tourner mon Echo-State Network sur ma série temporelle de tests pour essayer de l'évaluer, et j'obtiens, vous le voyez à droite, on voit que entre mes prédictions et ma de série de tests, c'est quasiment impossible de distinguer les deux sur le graphe. Les deux sont très très proches et on obtient une erreur normalisée de 0,02, ce qui est relativement faible. Donc on voit ici que même avec en très peu de lignes de code et avec un réseau relativement simple, je suis capable d'effectuer des prédictions sur des données dites difficiles dans la littérature.
Un deuxième petit cas d'usage intéressant, c'est l'annotation de champs de canaries. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi on vous parle de canaries depuis le début de la présentation. Au sein de l'équipe Mnemosine, les champs de canaries sont une ressource très précieuse pour nous pour mieux comprendre le développement du langage chez l'enfant. On se sert du canari comme d'un modèle animal pour modéliser ce développement. Donc on dispose d'un corpus de 459 champs d'un canari domestique. Et ce canari, en fait, va venir produire différents motifs, donc différentes notes, différentes syllabes différentes, ce qu'on voit dans le spectrogramme en haut à droite. Et le but du jeu, ça va être de classifier ces motifs dans le temps, comme on le ferait avec des tâches de reconnaissance de la parole, par exemple. Et donc, le canari en question a 40 motifs différents à reconnaître. Pour effectuer cette tâche de manière automatique, on a entraîné 2 réseaux, un ESN et un LSTM, donc un réseau de deep learning classique pour comparaison. Et on voit que lorsqu'on équipe le LSTM du même nombre de paramètres d'apprentissage que le SN, on obtient 95 de précision dans les deux cas, avec les 2 réseaux, avec un léger avantage pour le SN qui est capable d'apprendre avec légèrement moins de données que le LSTM, et un énorme avantage au niveau des performances de calcul, puisque comme vous le voyez, il faut 35 secondes pour entraîner un ESN complètement sur le jeu de données, alors qu'il faudra environ 40 minutes à un LSTM pour converger vers le même type de solution. Un deuxième cas d'usage intéressant qui a été mené en collaboration avec l'équipe Roban du Labri, qui a gagné la RoboCup à plusieurs reprises, vous la connaissez peut-être pour ça. Et donc ce petit projet a été réalisé lors d'un workshop où en fait on avait cherché à savoir s'il était possible de prédire la chute du robot SigmaBan dans un environnement de simulation. Ici on applique une force aléatoire à un robot en train de bouger dans l'univers de simulation, et le but du jeu, ça va être de savoir est-ce que au moment d'appliquer la force, je suis capable de prédire si le robot va effectivement tomber à cause de la force ou pas. Donc on a un petit indicateur de chute qui vaut 0 si le robot est toujours debout et qui vaut 1 dès que le robot a chuté. Et donc comme on le voit ici, en bas à droite, les résultats de l'entraînement d'un ESN tout bête comme celui que j'ai montré au début, sur cette tâche, vous voyez qu'on est capable de prédire quasiment au moment de l'application de la force si le robot va tomber une demi-seconde après, avec un taux d'erreur, certes toujours non négligeable, bien évidemment, mais qui est fortement améliorable et qui quand même permet d'avoir une bonne prédiction de cette chute à l'avance. Donc là, c'est un cas d'usage relativement réaliste dans le contexte de la robotique. Donc pour résumer, Réservoir Pi, qu'est-ce que c'est ? C'est un framework Python qui est dédié au réservoir computing. Donc on vous a démontré, je viens de vous montrer quelques applications de l'apprentissage hors ligne à du traitement de séries temporelles. On pourrait imaginer d'autres cas d'usage comme du traitement de langage, de signaux électrophysiologiques, météorologiques, peu importe. Et sachez également que l'apprentissage en ligne est possible, donc un apprentissage incrémental par entraînement qui sera plus proche de l'apprentissage par renforcement ou des cas d'usage de la robotique. Il est également possible d'ajouter des boucles de feedback, de créer des modèles complexes, hiérarchiques. Et on privilégie également la performance grâce à la parallélisation des calculs et d'autres astuces d'implémentation. C'est également une boîte à outils pour construire des modèles de réservoir computing relativement complètes, donc avec tous les grands standards développés dans la littérature du réservoir computing ces 20 dernières années, mais également des nouveautés qui arrivent régulièrement et qui viennent étoffer la librairie. C'est également une librairie qui contient donc des jeux de données, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, pour faire à des fins de test ou de benchmark, des métriques, des outils d'aide à l'optimisation des hyperparamètres, et le tout expliqué par des tutoriels, des exemples et de la documentation. Donc Réservoir Pi, c'est un projet qui est en développement actif. Donc on cherche encore à étendre les capacités de ce framework, notamment en incluant des neurones à spike, donc des neurones qui sont plus proches des neurones biologiques réels qu'il y a dans un cerveau. Également en étendant les capacités de calcul avec des calculs sur GPU, une parallélisation des calculs étendus à tout type de modèle, ce genre de choses, et l'intégration des outils de scikit-learn à notre librairie qui permettrait donc d'accueillir toute une nouvelle communauté d'utilisateurs et de nouvelles techniques. Et c'est également un projet qui vise à rassembler au maximum les connaissances en matière de réservoir computing de manière générale. Donc on aimerait produire plus de réplications de résultats scientifiques, intégrer donc de nouveaux outils grâce à ces réplications, rassembler une plus grande communauté d'utilisateurs et de contributeurs notamment. Donc les contributions sont bien sûr bienvenues sur l'outil, et également appliquer donc le réservoir computing à de nouveaux cas d'usage, notamment à l'échelle industrielle par exemple, qui serait particulièrement intéressant pour tester notre outil. Donc c'est maintenant à vous d'expérimenter avec le réservoir computing. Voilà, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Alors je viens justement de relancer sur le chat pour savoir s'il y avait des questions. Merci, c'était très clair, très, très intéressant. On mettra également le lien donc, de la librairie en dessous de votre présentation qui sera disponible en replay sur le site. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas Olivier si tu voulais poser une petite question.
Alors, on nous demande si ça marche avec de la vidéo. Excellente question. Alors, tu veux répondre ? En fait, pour le traitement de la vidéo, il faut faire en fait un pré-traitement de la vidéo. Enfin, c'est comme pour le son, on peut pas mettre le son brut. Enfin, quoi que le son, là, on arrive à mettre quand même beaucoup de son, mais le problème, c'est que la vidéo, il va falloir réduire la dimension de la vidéo et faire déjà des pré-traitements, etc. Après, il y a aussi des réservoirs récemment on peut faire des convolutions avec des réservoirs aussi, en fait. Enfin, avoir un réseau de convolutifs avec des différents réservoirs dedans. Donc c'est faisable. Et sur du coup, vous parliez de traiter des déplacements humains, par exemple. Donc sur ça, il me semble qu'il y a des résultats déjà sur de la prédiction de mouvement ou même de la génération de mouvement. On n'est pas rentré en détail, on n'a bien sûr pas le temps, mais une autre grande force du réservoir computing, c'est cette capacité du coup à apprendre avec une seule couche de sortie qui permet d'aller très vite sur les cycles d'entraînement, etc. Qui permet également de faire de online, donc d'apprendre progressivement et également d'apprendre on peut demander à un réservoir de se mettre à générer des données, c'est-à-dire de ne plus avoir de données en entrée et de rentrer en boucle fermée et de se mettre à reproduire des séquences, des patterns. Donc c'est une méthode qui est aussi très intéressante pour ce genre de capacité, qu'on retrouve avec les réseaux de récurrents de manière générale, mais qui atteint un certain degré de simplicité, mais de performance avec le réservoir computing qui est très intéressant, nous pensons. Merci et bonne continuation à l'équipe sur Bordeaux, du coup. Merci à très beaucoup. bientôt pour d'autres présentations. On revient dans 2-3 minutes pour la prochaine présentation, donc à distance avec Avisia. À tout de suite.